Oui, bien sûr. Emmanuel Dupuis, donc tu es à Kiev. C'est la première fois que Oui. tu y allais sur le terrain depuis le déclenchement de cette guerre? Depuis le déclenchement de la guerre, oui, mais enfin, je suis allé plusieurs fois, et Oui, oui. notamment la dernière fois, pour Alors, surveiller les élections législatives. Mais je crois que c'est important de montrer notre solidarité en étant présent. C'est ce que nous avons fait avec un certain nombre de collègues pour montrer notre détermination, notre solidarité, et puis essayer de comprendre sur place, essayer d'entendre les doléances des uns et des autres, et surtout la manière dont chacun vit son conflit. quelle est la situation et qu'est-ce que tu as trouvé sur place, Emmanuel, en arrivant à Kiev? Bah, écoutez, la situation, elle est compliquée, elle est en même temps assez admirable parce que les Ukrainiens résistent, les courants s'arrêtent, et la vie continue. Et donc, évidemment, c'est une situation d'un pays en guerre, avec ce matin le déclenchement d'une alarme, comme il en a à peu près tous les jours dans le pays, avec le décollage de bombardiers russes qui ont décollé de Biélorussie, qui, fort heureusement, n'ont pas tiré les missiles dont ils disposaient, mais en tout cas montrant que la population ukrainienne vit au quotidien les affres de la guerre, et ce déjà depuis près de 9 mois. Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens et des habitants de Kiev? La résistance, la ville n'est pas désertée, ils sont toujours au travail, toujours en train de vaquer à leurs occupations, avec évidemment une ville dans laquelle la participation des militaires et la présence, la place des militaires est très forte. Il n'en serait évidemment pas autrement dans n'importe quelle situation de guerre, avec une situation qui confirme leur détermination, premièrement à résister à cette guerre, deuxièmement à se à se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, c'est-à-dire la procédure d'adhésion ou d'élargissement à l'Union européenne, c'était le but de notre visite ici, avec des collègues venant d'un peu partout en Europe, de Finlande, de Géorgie, d'Estonie, de République tchèque, de Pologne, de France, d'Italie et d'Espagne. Alors on le sait, il y a un élément important aussi dans cette guerre, et je crois d'ailleurs que la Russie en joue pas mal, c'est le froid et l'hiver qui s'est s'installer. Tu es arrivé d'ailleurs sous la neige, Emmanuel. Il neige actuellement, absolument. Je suis arrivé sur la neige. Il s'est arrêté momentanément de neiger hier, et il recommence à neiger aujourd'hui, en espérant que notre train, puisque c'est le seul moyen de rentrer dans le pays, comme vous le savez, ainsi que vos auditeurs, les aéroports sont évidemment absolument pas sûrs, puisque l'espace aérien est toujours militarisé, avec une présence d'avions évidemment russes sur les marges aux frontières. Et donc, le seul moyen de rentrer et de sortir, c'est de prendre le train. Un train qui est long, fastidieux, 18 heures. Ah oui. Le seul cordon ombilical entre Varsovie et Kiev. Mais en tout cas, en gros, la situation semble avoir ancré les habitudes des Ukrainiens dans des habitudes qui malheureusement sont des habitudes de guerre. Tu as croisé beaucoup de journalistes sur place? Est-ce qu'il y a beaucoup de presse? Il y a énormément de presse, d'autant plus que s'est tenue hier une réunion importante avec la présence de 7 ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et des pays donc scandinaves, les 3 pays baltes, la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Islande, et s'est tenue aujourd'hui en présence du Premier ministre polonais, la tenue d'un comité qui désormais va se réunir très régulièrement en vue de la reconstruction, qui est un autre objet et un autre enjeu de cette guerre. Il faut y penser dès à présent, même si la guerre n'est pas évidemment terminée, avec la présence donc du Premier ministre polonais aux côtés donc du Premier ministre ukrainien, dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'une coopération bilatérale entre la Pologne et l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir des réfugiés, il s'agit aussi de penser à l'avenir commun avec ces pays qui partagent une frontière de près de 600 km. Je rappelle que nous sommes avec Emmanuel Dupuis en direct de Kiev en Ukraine, où il neige, il fait très froid évidemment, et ça c'est un élément aussi important. Jimmy Dalidou, question pour Emmanuel Dupuis en direct. Salut Emmanuel. Salut Jimmy, ça va? Ça va et toi? Fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. Juste pour te poser une question concernant... Est-ce que tu sais si du côté de Kherson, est-ce que les habitants s'attendent à une contre-attaque, de l'armée russe? On en parle beaucoup, c'est vrai que merci pour la question. Et si oui, quelles sont les conditions qui font qu'ils ont... est-ce que cette peur est justifiée? Alors absolument, ça me permet de répondre aussi à une partie de la question de Christophe, à laquelle je n'avais pas répondu. Oui, le froid fait partie des armes de destruction massive qu'utilise le président Vladimir Poutine en continuant à cibler les infrastructures électriques. C'est le cas du coup non seulement dans l'ensemble du pays, non seulement à Kiev, mais à Kherson. Et à l'heure où nous parlons, en tout cas à Kiev, il y a des bruits insistants
d'une nouvelle offensive qui serait à la fois du côté russe pour essayer de reconquérir Kherson et puis du côté ukrainien pour essayer de chasser les Russes de la rive droite, en tout cas de les éloigner le plus possible de la rive droite du Dniepr qu'ils occupent désormais depuis qu'ils ont libéré la ville de Kherson. Ces attaques pourraient se dérouler aussi autour de Zaporijia en des bruits insistants et semble-t-il confirmer ces dernières heures confirme le départ des Russes de la centrale nucléaire de Zaporijia, de même que du barrage de Nova Kakhovka, que les Russes auraient vraisemblablement, avec beaucoup de précautions, abandonné il y a quelques heures. Nadia, question pour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu ? Bonjour Nadia, ça va. Alors moi, ma question est la suivante. As-tu accès aux civils pour leur poser des questions ? Parce qu'on parle beaucoup, mais on a besoin de savoir également si on te laisse la possibilité de poser les questions dont tu as envie, et puis surtout celles qui sont importantes, et puis montrer aussi qu'il y a une liberté de parole, et tu es notre témoin sur place. Non, absolument, ça c'est une réalité absolue, mais je pense que c'est vrai aussi dans d'autres villes que Kiev. Je suis à Kiev, j'ai traversé tout l'ouest du pays. Non, il n'y a aucune contrainte. Les Ukrainiens sont très disserts, ils sont très volontaristes pour exprimer ce qu'ils vivent déjà désormais depuis 9 mois, avec un leitmotiv, plus d'armement, plus de soutien, une mobilisation sans faille. Les autorités politiques, que ce soit le maire de la ville, Vitaly Klitschko, que ce soit le Premier ministre Denis Shmyhal, que ce soit le président Volodymyr Zelensky, ne cesse de répéter les mêmes choses. Il faut rester motivé, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas parce que certains bruits se font insistants en vue d'éventuelles négociations, qui ne sont dans aucune des conversations que moi j'ai eues ici à Kiev, que la tension doit être minorée ou la garde rabaissée. Au contraire, les Ukrainiens sont très heureux de discuter avec des étrangers. Alors moi, j'étais dans un contexte un peu particulier, dans le cadre d'un colloque académique, avec des collègues venant d'universités, venant de think tanks, venant du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la Défense. Donc c'est un public un peu particulier, mais les mots sont les mêmes. Nous résistons, nous n'allons pas abandonner notre pays, nous n'allons pas quitter la ville. L'arme du froid, l'arme de l'obscurité n'en est pas une, au contraire, ça ne fait que galvaniser la très forte résilience de ce peuple qui est, quand on le rencontre, de plus en plus admirable. Alors on dit ici que la popularité du président Zelensky, on a pris un coup avec les derniers éléments. Est-ce que ça se vérifie sur place ? De quel élément, quel élément fais-tu référence ? La popularité de Zelensky. Non, mais par rapport à quel élément ? Par rapport au fait qu'il a quand même essayé d'entraîner, si vous voulez, de déclencher avec lui. Il a quand même gagné, il a quand même reconquis Kherson, il est en train de reconquérir Zaporijia, il a reconquis à peu près 60% des territoires que les Ukrainiens avaient perdus depuis le 24 février. La cote de popularité du président Zelensky est à peu près aussi forte que celle du soutien à l'offensive militaire, c'est-à-dire 90-95%. Oui, très bien. Au fait, par exemple, qu'il y ait des négociations en cours et que, par exemple, le président ukrainien, quand même, a un certain nombre de revendications, je crois au total 9, qui paraissent invraisemblables, y compris d'ailleurs aux yeux des Américains. Alors, déjà, il n'y a pas de négociation. Ça, c'est une vue de l'esprit. Il y a des dires comme quoi la table de négociation est ouverte, mais il n'y a pas de négociation. Concrètement, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de négociateur. Ça n'a pas commencé. On a parlé de négociations en Turquie entre les Américains et les Russes. Non, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du vent. En tout cas, moi, j'en ai pas la confirmation. Ouais. Il y a l'éventualité possible de négociations directes entre les Russes et les Américains, mais pas seulement sur l'Ukraine, sur la question du nucléaire, sur la question de la manière dont l'OTAN ne doit pas rentrer dans ce conflit, les caveats, c'est-à-dire les limites à atteindre, mais il n'y a pour l'instant aucune volonté côté ukrainien de négocier, et du côté russe, pas mieux. Pour l'instant, il n'y a aucune, il n'y a aucun terrain d'entente. Alors les 9 préoccupations, en fait, ces 10 préoccupations, les 10 demandes qu'a faites Zelensky sont les mêmes que celles qu'il avait faites au début de ce conflit. Elles sont inacceptables aux yeux de Moscou, tout comme les exigences de Moscou sont inacceptables auprès de Kiev. Donc pour l'instant, rien n'a bougé. Oui, c'est
C'est-à-dire qu'on est toujours finalement au point mort pour l'instant de ce conflit, alors que nous disions effectivement qu'il y avait d'éventuelles négociations en cours. Non, on n'est pas au point mort. C'est pas tout à fait le cas. En fait, les Ukrainiens reconquièrent des territoires, c'est pour ça que les Russes veulent négocier. Ouais. Alors, Emmanuel Dupuis en direct donc de Kiev en Ukraine, évidemment, les amis, pour parler un petit peu de la situation. Je sais que le temps est très court. En tout cas, merci d'avoir accepté d'évoquer un petit peu cette situation. Peut-être un dernier élément. Hier, nous en parlions sur cette antenne. Est-ce qu'on peut peut-être commencer à parler d'une sortie de conflit? Alors, peut-être pas tout de suite, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, mais est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'au bout d'un moment, il sera venu le temps de la négociation et de sortir finalement de ce conflit bien évidemment, ça, tout le monde a en tête qu'à un moment ou à un autre, il faudra négocier. Maintenant, le quand est l'élément le plus important. Pour l'instant, aucune avancée ne permet de penser que c'est dans une durée courte. C'est un premier élément. Deuxièmement, sur quoi négocie-t-on? Négocie-t-on sur la volonté des Russes de redonner les territoires qui sont conquis militairement, donc contre la Charte des Nations Unies, ou remettons en cause ce qui était tacitement accepté par la communauté internationale, c'est-à-dire les éléments les territoires conquis en 2014. Pour l'instant, il n'y a aucune avancée, ni de l'un ni de l'autre. La seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une pression de plus en plus forte des alliés européens. Il y a une volonté de plus en plus forte des États-Unis, une volonté de plus en plus forte des alliés de Moscou, de l'autre côté oriental, les pays du Caucase du Sud, notamment l'Arménie, du côté des pays d'Asie centrale, pour forcer le président Zelensky d'un côté et le président Vladimir Poutine de négocier. Mais pour l'instant, toutes les tentatives sont infructueuses. Très bien, c'est ce qu'il fallait retenir en tout cas, et merci beaucoup Emmanuel Dupuis, donc en direct de Kiev en Ukraine, pour nous faire part un peu de la réalité du terrain. Et c'est vrai que ça change un petit peu de ce que l'on peut entendre à droite et à gauche. Voilà, donc vous êtes sur place et vous avez donc accès à tout ce que vous voulez finalement, de pouvoir discuter avec la population qui est, vous l'avez dit, et faire passer le message. Et surtout, vous nous l'avez dit, donc une population que vous avez trouvée finalement très résistante et voilà, pas découragée du tout. Non. Voilà, pour le coup, au contraire. C'est même le sentiment de... Ça m'a moi-même d'ailleurs étonné. Je pensais trouver une ville dans laquelle la population sera abattue, dans laquelle la population serait fatiguée, avec la volonté d'en finir le plus vite possible. Non, ils sont fatalistes, mais au sens propre du terme. Adviendra ce qui adviendra. Ils auront résisté jusqu'au bout, et ils résisteront tant qu'ils le peuvent jusqu'au bout. Très bien, merci beaucoup Emmanuel, on aura l'occasion d'en reparler de votre retour à Paris, mon cher Emmanuel, et surtout, comme te l'a dit de vive voix. Comme te l'a dit Jimmy, fais attention à toi évidemment, on rappelle quand même, on est dans une... Jimmy. Voilà, merci Jimmy, parce que j'ai une longue traversée de l'ouest du pays, 18 heures de train qui commence d'ici quelques heures. Bon, bon courage et bon voyage, et effectivement, on n'oublie pas que tu es dans un pays de guerre. Merci beaucoup Emmanuel, merci à très bientôt. Voilà, Emmanuel Dupuis depuis Kiev en Ukraine, Manadia. Bon, voilà, c'est du témoignage. Oui, on en avait besoin, et c'est toujours important d'avoir un témoignage d'une personne qui est sur place.